Et salut à toutes et à tous, qui va remporter le Masters 2021 et pourquoi Novak Djokovic? Je suis accompagné de l'excellent, l'exceptionnel Jules Marie. Comment ça va aujourd'hui, Jules? C'est vraiment gentil, ça va super bien, merci de m'accueillir sur ta chaîne, ça fait vraiment plaisir. Écoute, c'est un feat qui m'a été réclamé pendant plusieurs mois maintenant, ça fait, je pense qu'on a un croisement de communauté qui est assez fort sur les deux chaînes. Je pense aussi. Ouais, donc on va faire plaisir à beaucoup de personnes avec ce feat. On va rentrer immédiatement dans le vif du sujet, mais avant ça, bien sûr, on va faire un petit topo sur ta chaîne, bien sûr, hein, que tu as développé au fur et à mesure là ces derniers mois. On a vraiment eu la vidéo avec Novak Djokovic, le sparring partner sur Roland Garros, qui a fait exploser la chaîne. Un petit mot sur tes activités, Jules? Ouais, bien sûr. Alors, c'est une chaîne où je fais des vlogs, notamment en tournoi de tennis, où je partage ma vie de joueur pro. Voilà, je suis numéro 37 français et je montre un peu mes meilleurs points de match, mes réactions à chaud après les matchs, ce que je pense avant les matchs et voilà ce que je fais entre les matchs. Et ça intéresse pas mal de personnes qui aussi voilà, se retrouvent et se posent des questions quand eux sont en tournoi. Et donc, voilà, je donne des petits tips, des petites astuces techniques, tactiques, physiques, mentales parfois. Et voilà, c'est une chaîne qui se développe assez bien. Effectivement, avec le sparring partner en mai à Roland, ça s'est bien développé, notamment avec les vidéos, comme tu as dit, avec Novak, qui a fait pas mal de vues. Et voilà, c'est une chaîne qui était partie avant Roland avec, je crois, 6000 abonnés. Maintenant, on va essayer d'arriver aux 20 000, donc ça fait super plaisir. Yes, je vois ça, 17 000 abonnés désormais. Ouais. Si vous connaissez pas la chaîne de Jules, évidemment, allez la soutenir. On a besoin de soutenir le tennis sur YouTube, c'est très important. Exactement, Jules Marie-The Court. C'est ça, c'est affiché juste à l'écran. On va transitionner immédiatement sur le Masters avec les cotes pour commencer. Novak Djokovic est à 2,40 sur la compétition. Daniil, deuxième favori, 3,75. On a le Z, Zverev à 6. Ensuite, on a Steph à 10. Et ensuite, on a donc un trio de joueurs, Rublev, Berrettini, Hurkacz, qui sont à 15, et Casper Ruud qui est à 20, qui est pas très considéré par les bookmakers. C'est pas trop une surprise, je pense, Jules. Je pense qu'on est assez... Enfin, on tombe pas des nues non plus. Au niveau des groupes, on a donc le groupe vert qui est composé de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Andrei Rublev et Casper Ruud. Donc un groupe avec on va dire un gros favori. On va évidemment décortiquer tout ça d'ici quelques instants. Et puis 3 joueurs qui peuvent éventuellement sortir de ça. Et le groupe rouge avec Daniil, Zverev, Berrettini, Hurkacz, taille moyenne 1,97. Donc c'est pas... voilà, Diego Schwartzman aurait fait descendre la taille. C'est ça. Mais on est sur une taille moyenne qui est extrêmement élevée sur ce groupe. D'abord, ton ressenti sur ces 8 qualifiés. Est-ce que tu penses que c'est... Après, il n'y a pas de mystère, hein, c'est les points sur le début de la saison jusqu'à la fin. Mais voilà. Est-ce que tu es content de ce roster, de ce casting ? Franchement, ouais, ça va être comme tous les ans super intéressant. Effectivement, avec Novak qui est favori, avec Daniil, ils viennent de jouer à Paris-Bercy au Master 1000, 3-7, super serré. Donc Daniil en numéro 2. Et effectivement, Zverev qui a fait une saison monstrueuse, notamment en gagnant les JO, en gagnant le tournoi d'après, en battant Djoko, qui est 3e favori. Et après, effectivement, il y a 4-5 joueurs outsiders qui peuvent créer une petite surprise. Je pense à Hurkacz qui a failli battre Djoko à Bercy, ou encore un Rublev ou un Tsitsipas qui a failli battre aussi Djoko cette année, quoi. Oui. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va passer en revue les gros favoris. Voilà, on va vous donner notre opinion sur ces joueurs. On va commencer, bien sûr, par l'éléphant dans la pièce, Novak Djokovic, qui est revenu après 1 mois et demi de pause, après cette défaite un peu traumatisante en finale de l'US Open, avec des larmes qui avaient été contestées par certaines psychologues à l'équipe. En tout cas, bon, voilà, vous en pensez ce que vous voulez, mais il a donc fait cette pause. Il est revenu à Paris avec un double pour commencer avec Krajinovic, où... c'était un peu quinca au début, hein, le premier set, il est pas trop dedans, et puis il arrive à monter en régime au fur et à mesure, il fait ce retour de service complètement fantastique à la fin du deuxième, il remporte le tie-break, et sur le début du tournoi, je le trouve un petit peu poussif, mais là il nous fait une masterclass en finale contre Daniil. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ben, même déjà en demi-finale contre Hurkacz, 7-6 3e, il jouait sa place de numéro 1 mondial, il me semble, parce qu'il me semble que s'il perdait et que Daniil gagnait le Masters, Daniil passait numéro 1, un truc comme ça. En fait, il perd sa place de numéro 1. Il fallait que Novak fasse vraiment rien du tout pour que Daniil puisse espérer, mais il a effectivement verrouillé sa place après cette victoire contre Hurkacz, et après il a joué, je pense, un peu plus libéré du coup en finale. Je pense. Il perd quand même le premier set, mais derrière il met 6-3, 6-3, Daniil, voilà, un bon Daniil Medvedev, c'est même sur dur inter, on sait qu'il joue l'acier, et il a quand même gagné, voilà, 4-6, 6-3, 6-3, donc un gros Djoko.
On a une stat par rapport à cette finale. 19 montées, enfin 22 services volés au total, 19 services volés qui ont été victorieux, c'est incroyable comme stat, c'est quelque chose qu'on voit assez peu sur le circuit maintenant. Alors ça s'explique aussi par la position reculée de Daniil qui laisse l'opportunité à Novak de pouvoir avancer et de pouvoir faire des services par exemple un peu kickés, et du coup t'as du temps pour avancer et déposer une volée relativement simple. Ça s'explique aussi par le style de jeu de Daniil qui est très à plat, et du coup je pense que t'as une volée qui est plus accessible que si c'est par exemple Rafa ou Tim par exemple, et que t'as un lift impossible à garder dans ton cordage. Donc il y a ça aussi, il y a certaines personnes qui ont dit ouais c'est le retour du service volé, il faut je pense savoir raison garder par rapport à ça, mais en tout cas ça fait plaisir en tout cas pour les amateurs de ce jeu un petit peu ancestral des années 80-90 voire avant. Novak c'est 5 titres cette saison, on le rappelle, hein, donc Paris bien sûr, on a eu Wimb, Roland, l'Australienne. Roland, tu l'as bien préparé d'ailleurs, Jules. Ouais. Bravo à toi. Merci. Et Belgrade 2 aussi, donc il y avait 2 Belgrades cette saison. Qu'est-ce que tu penses de Novak ? Est-ce que tu penses que ça reste un objectif, ça, de remporter encore un Masters ? Ou est-ce que maintenant il est plus dans la préparation de la saison 2022 ? Tu le vois comment, toi ? Franchement, alors je suis pas dans sa tête. Moi, je pense que c'est pas forcément un objectif. L'objectif, je crois, principal qu'il avait, c'était de rester numéro 1. Ça, c'était important pour lui, pour encore écrire l'histoire encore plus. Je suis pas sûr que l'ATP Final soit un ultra important pour lui. Ouais. Je pense que lui, c'est vraiment les grands chelems, de battre Roger et Rafa au nombre de grands chelems. Je crois qu'il va essayer de tout faire pour en Australie, quoi. Ouais. S'il joue l'Australie, parce qu'il y a encore cette question. S'il joue l'Australie, t'as raison. À cause du pass sanitaire qu'il n'a pas du tout. Ouais, c'est ça. Alors, on sait pas, il refuse de s'exprimer là-dessus, il laisse planer le doute. Le doute, participant à croire que il est pas encore vacciné. Ça, on va pas se positionner là-dessus. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo sur la chaîne. Donc, Novak, qui est clairement le gros favori. On sait que s'il joue à son meilleur niveau, logiquement ça devrait pouvoir passer pour lui. Il y a aussi un élément moi qui m'a beaucoup plu par rapport à Paris, c'est qu'il arrive encore à 34 ans, le mec, à retrouver des ressources tactiques encore et encore, tu vois. À l'US Open, il se fait battre sur un peu la diagonale revers, un peu, tu vois, près du centre. Daniil lui donne pas d'angle et le force en fait à changer un peu de direction, et ensuite il se fait accueillir par Daniil, et là il arrive avec un nouveau plan de jeu. Ouais. C'est fou. Incroyable, mais j'avais pas la stat 23 services volés, c'est ça ? Ou 19 ? Il y en a 22 au total sur la finale. Ça, j'avais pas la stat. C'est incroyable, on l'a jamais vu, je crois, faire autant de services volés. Dans un match, il doit en faire quoi ? Allez, je sais même pas s'il en fait 5. Ouais. Donc là, 19. Effectivement, Daniil a une position au retour très reculée, donc ça laisse du temps de venir coller un peu plus le filet. Et puis peut-être qu'il s'est dit par rapport à la finale de l'US, je dois changer un petit truc, je dois le surprendre, et ça a fonctionné. Daniil, justement, 4 titres cette saison, l'US Open bien sûr, hein, en point d'orgue. On a eu également le Masters 1000 du Canada, on a Majorque aussi sur gazon, et Marseille en début de saison. Belle saison de Daniil, 54 victoires, 12 défaites, donc il est sur des standards qui sont quand même pas mal, hein. C'est une belle petite saison pour le Daniil. J'avais parlé à Gilles Servara en début de saison, et il m'avait dit que l'objectif c'était un grand chelem, objectif accompli du coup. Ouais, je crois qu'il est no limite, Daniil. Ça se voit à son jeu, il est un peu fantasque, un peu foufou. Il sert à un niveau incroyable. Alors moi, pour la petite anecdote, j'ai joué avec lui en équipe en 2011 à Maison Lafitte. Il était numéro 4 de l'équipe, il était millième mondial. Moi, j'étais 200 et j'étais numéro 2, je crois. Et c'est vrai qu'il tentait des aces en seconde balle. Et c'est vrai qu'avec le capitaine, on lui disait, mais calme-toi, Daniil, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'il est tellement. De toute façon, pour être à ce niveau-là, il faut être un peu fou, hein, un peu fantasque, un peu fou. Et je crois qu'il est no limite et qu'il peut vraiment tout gagner et que personne ne lui fait peur. Oui, il est vraiment impressionnant. Alors, moi, je le dis assez souvent sur la chaîne, hein, quand on a commencé à le voir émerger, c'est-à-dire en 2018 vraiment. Bon, après il était déjà sur le circuit avant, bien sûr, en 2017, mais 2018, même début 2019, en fait, on est incapable de pouvoir se dire ce mec va être top 2. C'est lunaire en fait. C'est incroyable. Surtout, on se dit ça parce qu'il a une technique assez atypique. Une technique vraiment qu'on n'apprend pas dans l'école de tennis aujourd'hui en France. Et jamais on aurait pu se dire il va être deuxième mondial, quoi. Mais il casse un peu les codes et c'est ça qui est bien aussi. Ouais, il casse les codes, que ce soit en termes d'esthétique, de ce qu'on dit de faire sur certains coups, etc. Son coup droit, par exemple, c'est un délire. Hein. Parfois, l'accompagnement de son geste est là, mais comment est-ce que ça arrête dans le coup ? C'est incroyable. Hein. Mais c'est fou. Des fois qu'on voit sur YouTube les trucs où il finit comme ça un peu, mais
contorsionné, c'est incroyable. Ouais. Ah, c'est une folie. Hein. Et du coup, là, on arrive sur alors le dernier gros objectif de la saison pour Daniil. Moi, il m'a semblé un tout petit peu, quand même, un tout petit peu fatigué après son titre à l'US. On a vu sur certains matchs, par exemple à Indian Wells contre Dimitrov, où le match lui glisse entre les mains alors qu'il l'a complètement à sa main, justement. Donc ça, c'était un petit peu étonnant. Même à Paris, hein, sur certains matchs, je l'ai trouvé un tout petit peu en dedans physiquement, ce qui peut se comprendre. Hein, c'est dur l'enchaînement avec les bulles, etc. Ça a demandé quand même énormément de ressources mentales et physiques de passer au travers de tout ça. Est-ce que tu penses qu'il lui reste une dernière petite giclette là pour aller chercher le Masters ? Ouais, franchement, je pense. Il est jeune, il a envie, il est numéro 2 mondial, il a déjà battu Novak, il sait qu'il peut le faire, il a jamais eu ce titre, il sait que sur dur inter... Si, je suis bête, il a gagné un air. Oui, il l'a gagné, ouais. Oui, il a gagné. Je pense qu'il veut défendre ce titre, il peut le faire, donc je pense qu'il va tout donner. Et on sait que quand il est sur le court, c'est pas le genre de mec qui baisse un peu les bras, quoi. Lui, il aime pas perdre, Daniil, donc je pense qu'il va tout donner, quoi, pour gagner ce dernier titre de l'année. Il a aussi ce talent, lui, de trouver des solutions sur un court. C'est quelqu'un de très réfléchi, d'intelligent, et puis avec Gilles Servara, c'est une super équipe. On a des petites trouvailles tactiques généralement avec ce joueur qui, on le verra peut-être encore une fois là sur ce Masters. C'est le Chess Master. Hein. Ouais, carrément. Ensuite, on a le Z, Zverev, 55 victoires cette saison, 14 défaites. On a 1, 2, 3, 4, 5 titres, dont évidemment le plus beau titre selon lui, au JO à Tokyo avec cette médaille d'or, où il tombe un Novak qui était en croisade pour son Golden Slam. Exactement. Donc c'est la grosse victoire, je pense, de sa saison, ça c'est sûr, peut-être de sa carrière même. En tout cas, lui dit, il estime que cette victoire aux Jeux Olympiques, c'est le truc qu'il a envie de retenir. Après, il n'a pas encore remporté de majeur, donc c'est normal. Sinon, il a tapé Vienne, Cincinnati, Madrid également sur terre battue, et Acapulco, donc un joueur complet, un joueur qui maintenant est arrivé, je pense, à un stade... tu arrives sur dur, le Z, il est parmi les gros favoris, quoi, tout de suite. Et alors, est-ce qu'il peut faire quelque chose dans cette saison ? T'en penses quoi, toi ? Surtout qu'il a déjà battu Novak, quoi. Hein. Ouais. Donc c'est un joueur potentiel pour gagner le titre. Parce que même s'il vient de prendre 2-2 contre Medvedev, il peut quand même, donc imaginons s'il repère Medvedev dans la poule, il peut sortir deuxième de la poule, potentiellement jouer Novak qui finira peut-être je dis jouer avec des si, sur l'autre poule, et il a déjà battu Novak, et on sait que Novak n'aime pas forcément trop jouer Zverev, c'est très serré à chaque fois, et donc il peut y avoir une surprise, donc ça va être super intéressant. Alors c'est un joueur qui, je trouve, a progressé au niveau de son service. On avait eu une phase avec la deuxième balle c'était un cauchemar. Hein. Incroyable. Je crois qu'avec Benoît Paire, lui, je crois que c'était les 2-3 à faire autant de doubles fautes dans une année, je crois. Ouais, on a du Bublik, du Félix Auger-Aliassime aussi qui envoyait bien des doubles, mais lui, alors il avait complètement perdu ce geste. On pensait au service hips, si je le dis correctement, donc c'est ce qu'a connu Guillermo Coria aussi, par exemple, sur la fin de sa carrière, c'est-à-dire que tu perds complètement la synchro de ton geste, et que, en fait, c'est ton physique qui répond plus sur ce geste précisément. Après, le lancer aussi, il est très très haut, donc tu as beaucoup de manières de le foirer, en fait. Pour Zverev, il avait tenté la tactique la même que Daniil sur les deuxièmes balles, notamment à l'ATP Cup, où il envoyait des saucisses à 200 km/h. Voilà, pour peut-être essayer de se débarrasser de cette frustration de faire des doubles à gogo. Maintenant, je trouve que depuis cet été, il a passé un cap. Ouais, complètement. Alors, effectivement, tu parlais de synchronisation, etc., mais de fil en aiguille, c'est quand même assez psychologique, je pense. Ouais. Et donc, il perd de confiance totale en son service. Et effectivement, depuis 2-3 mois, il sert à l'acier, quoi. Hein. Il sert au niveau de sa taille, au niveau de son classement. Hein. Il sert vraiment fort, quoi. Très, très bon. C'est devenu, je pense, une des pierres angulaires de son jeu, là, depuis quelques semaines. Quand même, maintenant, on voit, il est sur certains matchs, il tourne à 80% de première. Voire plus. C'est énorme. Déjà quand t'es à 60, c'est très bien. Donc 80, c'est monstrueux. Surtout quand lui, en plus, on sait que le premier service, il les frappe fort. C'est pas comme un Schwarzman où il les place, il les slice, etc. Donc c'est effectivement une grosse arme dans son jeu. Et donc ça lui permet d'enclencher des 1-2 très facilement. Il avance dans le court, il a un deuxième coup de raquette qui est simple, et puis c'est un baseliner absolument monstrueux, le Z. Donc il est vraiment, je pense,
l'un des favoris. 3e position, alors moi je lui mets 3 étoiles. J'ai mis 5 étoiles à Novak, 4 étoiles à Daniil et 3 étoiles à Zverev. Pour l'instant, on est pareil en prono. On est en phase, ok. On bascule sur... Alors c'est un peu le facteur X de ce Masters, je trouve, c'est Stefanos Tsitsipas. Parce qu'on a eu ce problème à l'avant-bras. Apparemment c'est un problème récurrent chez lui, mais le problème à l'avant-bras droit qui l'a poussé à s'écarter du tournoi de Paris. 55 victoires, 18 défaites sur la saison. On a 2 titres simplement entre guillemets sur cette saison, à Lyon et à Monte-Carlo, donc c'était vraiment en ouverture de la tournée sur terre battue, même s'il y a le Golden Swing évidemment en Amérique du Sud. Stefanos, il me semble un peu en perte de vitesse lui, à contrario par rapport aux autres, sur l'été, l'automne, là je le sens, et on a eu aussi le drama avec les pauses pipi, enfin il y a eu plein de trucs. Ouais, t'as raison, on sait pas trop où il en est en fait. Alors c'est un joueur qui joue l'acier trempé, il est monstrueux, il peut battre Zverev, il peut battre Medvedev, Djoko un peu plus loin bien sûr, mais effectivement en ce moment on ne sait pas trop où il en est quoi. Là si je regarde un peu ses résultats, donc abandon contre Popyrin à Paris, Vienne il perd contre Tiafoe en battant Dimitrov avant, Indian Wells il perd contre Basilashvili, très bon joueur mais Stefanos quand même a les armes pour gagner, il perd contre Kyrgios avant à la Lever Cup, perd contre Alcaraz, il perd contre Zverev, c'est 3e à Cincinnati. Voilà, pas des grands résultats en ce moment, peut-être manque de confiance, un peu de fatigue. Voilà, on ne sait pas trop où il en est. J'ai l'impression en fait que sur dur maintenant, c'est difficile à dire d'être aussi tranché, mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont passés devant lui, notamment Daniil, c'est très très dur le match-up entre les deux sur dur. Attention sur terre battue, on a vu à Roland Garros que c'était plus à l'avantage de Steph. J'ai l'impression que Zverev, alors on a eu ce match à Cincinnati où Stefanos doit, je pense, jamais le perdre, il se fait remonter dans le 3e. Je sais pas, Tsitsipas, j'ai l'impression que c'est une fin de saison qui est rude, surtout au niveau psychologique, je le sens un peu éteint quoi. Ouais, t'as raison. Pour interrogation. Là, franchement, on sait pas du tout où il en est. Donc, il va pas arriver avec une masse de confiance sur cet ATP Finals. Donc, à voir comment il se comporte sur les premiers matchs. D'ailleurs, je sais pas qui joue les premiers matchs. Alors, il est contre... Il va jouer Rublev au premier tour. Rublev, et ce sera lundi à 21h. Ouais. Exactement. Voilà, c'est ça, c'est donc, Rublev. C'est intéressant de voir comment il est quoi. Je vous montre le programme d'ailleurs dimanche à 14h, Medvedev Hurkacz qu'on suivra ensemble en direct sur Twitch, Zverev Berrettini à 21h et donc lundi Novak contre Ruud et Stefanos contre Rublev à 21h. En parlant de joueurs un petit peu bouillis, Jules. Oui. Rublev, le boucher quoi. Le boucher. Alors, moi, je l'ai joué quand il avait 16 ans. Il m'avait ciré en 3-7. Il avait déjà un coup droit, mais incroyable. Il avait 0 muscle. Il était tout fin. J'avais dit à mon coach qui comprenait pas pourquoi j'avais perdu un mec de 15 ans. J'avais dit, tu vas voir, c'est le prochain Marat Safin. Très content qu'il soit numéro 5 mondial. Énorme joueur, mais effectivement, en ce moment, un peu en dedans aussi. On ne sait pas trop où il en est. Cincinnati, il perd en finale contre Zverev, donc bon résultat. Et derrière, il perd contre Tiafoe à l'US. Contre Schwarzman à la Lever Cup, il perd contre Cameron Norrie à San Diego, Indian Wells, il perd contre Tommy Paul, il perd contre Manarino à Moscou, Van de Zandschulp à Saint-Pétersbourg, contre Taylor Fritz à Paris. C'est pas des bons résultats pour lui qui est censé être numéro 5 mondial quoi. Donc il fait quand même pas mal de contre-performances en ce moment. Ouais, et puis au-delà des défaites, il y a aussi cette attitude sur le court, je trouve, où il est extrêmement nerveux très vite dans les matchs. Par exemple, dès qu'il se fait breaker très tôt, il peut aller satelliser une balle, il peut péter une raquette. Il a pété une raquette sur sa chaussure à Paris, ça c'est quand même un délire. Il a pris un point de pénalité également parce que il avait satellisé une balle en perdant un set avant. Je le trouve extrêmement nerveux, j'ai l'impression qu'il joue beaucoup, mais en fait il est juste à 68 matchs cette saison. Donc c'est pas non plus on se souvient de saisons qui sont à 90-95 matchs par exemple, il me semble que Murray en 2016 c'est dans ces eaux-là, Federer aussi il a joué des saisons dans son prime à 90 plus, donc là c'est simplement 68, mais ouais, on a juste Rotterdam en fait en titre cette saison. Il en avait eu 5 l'année dernière, c'était le tube de la saison, de cette saison un peu bizarroïde en 2020. 68 matchs, finalement tu disais que par rapport à Roger ou Murray en 2016, 2000, je sais plus combien, pas énorme, mais bon, les numéros 1 mondiaux, ils gagnent tous les matchs, donc effectivement ils en font beaucoup. Lui il est numéro 5, donc ça me semble pas exagéré qu'il fasse que 68 matchs, c'est pas si mal que ça je trouve. Mais effectivement, pour interrogation sur lui, donc ça va être intéressant de voir du coup le match Rublev-Tsitsipas en premier.
parce que les deux sont un peu en point d'interrogation, quoi. Exact, ouais, ça va être un match très intéressant à suivre. Ouais. Il nous reste 3 joueurs à couvrir. On va commencer par celui qui peut être une des demi-surprises, c'est Hubert Hurkacz, qui est sur un bon flow, là, je trouve. Il a remporté Metz, il a remporté Miami également au premier Master 1000 en carrière, contre Sinner, c'était au printemps, et puis également Delray Beach, donc 3 titres, 36 victoires, 20 défaites, mais un joueur, je trouve, qui monte en gamme, qui est de plus en plus crédible, en fait, sur les gros matchs. Tu penses quoi de sa progression récente, toi ? Alors, moi, c'est marrant parce que je l'ai vu en qualif de Roland, il doit y avoir maintenant 3 ans, donc sur terre extérieure. Je sais plus contre qui il avait joué, contre l'Argentin, là, je sais plus comment il s'appelle, et je l'avais trouvé monstrueux, gros serveur, 0 faute du fond du court, complet, et je m'étais dit, il va être monstrueux. Bon, de là à penser qu'un jour il ferait la TB Finals, non, mais il le fait, et franchement, c'est pas déconnant, quoi. En plus, sur dur inter, il sert vraiment très très bien. Il a fait battre Joko, donc il monte vraiment en puissance. C'est un joueur très complet, très sérieux. Voilà, il peut créer une petite surprise là-bas. Ouais, il a vraiment toutes les armes. Moi, il me fait penser un petit peu à Berdych, tu vois, sur certains aspects, avec la grande taille, très solide sur la baseline, une capacité aussi à résister sur son côté droit avec un coup droit bien renversé parfois. C'est un joueur qui est un peu indolent, tu vois, sur l'encourt. Il a pas le langage corporel du type ultra, enfin, qui a envie de gagner des matchs à tout prix, un peu comme Novak par exemple, qui est très expressif. Lui, c'est de l'autre côté du spectre. Hurkacz, c'est un peu un mou, mais j'ai l'impression que c'est un faux mou. C'est-à-dire qu'il a quand même la rage, quoi. T'as raison. Et premier match, il joue contre Medvedev. Donc intéressant, parce que Medvedev, effectivement, il va monter en puissance au fur et à mesure du tournoi. Donc bien aussi de le prendre au premier tour. Ouais. Contre un cas, il peut être surprenant. Ouais, il peut y avoir peut-être éventuellement une dinguerie, je suis d'accord avec toi. On a 2 joueurs encore, on a Berrettini, 44 victoires, 11 défaites simplement cette saison. On a eu un petit creux dans sa saison et une blessure notamment, ça a remporté le Queens, gros tournoi évidemment préparatoire à Wimbledon, et également Belgrade avec donc cette victoire, il me semble, contre Karatsev en finale, qui avait battu Novak au prix d'un match avec énormément de balles de break. Vous me direz combien dans les commentaires. Berrettini c'est un peu l'archétype du boom boom, gros service, gros coup droit, petit slice, quand même pas mal. Ah ouais, moi j'aime beaucoup ce joueur, parce qu'effectivement il est grand, il est costaud, il a pas un super revers, mais il s'en sert pour faire autre chose, effectivement du slice, pour pouvoir ensuite se décaler, et effectivement avec son coup droit qui est une énorme arme, il a un coup droit mais surnaturel, ce gars, il sert mais tellement fort aussi, et moi j'aime beaucoup ce joueur, j'adore voir sa gestuelle en coup droit, il se plaint jamais, il a une bonne attitude, bon comportement, moi j'aime beaucoup ce joueur. Voilà, donc sur dur inter qui peut être dangereux, parce qu'il sert très fort, il a un gros coup droit, son slice peut être gênant. Après effectivement, pas forcément énormément de résultats ces temps-ci, donc à voir comment il va se comporter aussi sur les premiers tours. C'est un joueur maintenant qui est crédible sur le très très haut niveau. On a évidemment la finale à Wimbledon. Moi, il s'était un petit peu fait concasser quand même sur le niveau tactique par Novak, mais en même temps tu joues le boss final de la tactique sur le tennis de haut niveau moderne, donc c'est difficile. Moi je le trouve aussi très bon sur les points importants, sur les moments décisifs, les balles de break, etc. C'est un joueur qui est extrêmement solide dans les moments chauds, un petit peu comme Thiem aussi, je trouve, qui avait également ses qualités. Enfin, je parle à l'imparfait, mais Thiem va revenir l'année prochaine, ne vous en faites pas. Non, mais c'est clair que Berrettini, saison monstrueuse, finale à Wim et quart à l'US. Donc en Grand Chelem, il concrétise, il est là. Oui, il est vraiment solide. Ce sera un beau bébé à sortir. Il va jouer Zverev à 21h dimanche, sur un match qui va envoyer, je pense, pas mal de semoule avec des grandes tailles. C'est ça. Il nous reste, alors, selon Marc Rosset, alors il n'a pas que ciblé Ruud évidemment, mais Marc Rosset a dit qu'il était un petit peu... lui préfère voir des Nadal, des Federer au Masters, on peut le comprendre, et que des joueurs qui ont fait quasiment tous leurs points, mais c'est faux en fait, une bonne partie de leurs points sur des 250, c'est pas forcément très légitime. On rappelle le palmarès de Ruud en 2021, c'est 5 titres, c'est 4 titres sur terre battue, c'est Genève, Bastad, Gstaad, Kitzbühel et San Diego également, il y a pas si longtemps que ça. 53 victoires, 15 défaites cette saison. C'est un joueur qui a progressé peut-être au-delà des attentes en 2021, surtout sur dur en fait, je trouve. On l'avait identifié comme un gros terrien, peut-être top 5, top 6 sur le circuit sur terre, avec la mitraillette en coup droit qui est, c'est juste phénoménal ce qu'il arrive à envoyer, surtout en termes de lift et en termes de contrôle de l'échange et on va dire du terrain globalement, avec cette arme massive. Mais ça a progressé sur dur et maintenant c'est qualifié au Masters.
C'est une surprise pour toi, Roux, dans les 8? Oui, ouais, ça serait mentir de dire que non. Effectivement, censé être un joueur de terre monstrueux. Et effectivement, il a pu le concrétiser sur dur, hein, notamment à San Diego où il bat quand même Andy Murray, il bat Sonego, mais il met quand même une branlée, il bat Dimitrov et il met 0 et 2 à Cameron Norrie qui est en super forme sur dur, donc très bon. Donc oui, je pense petite surprise, mais bon, s'il est là, c'est qu'il a sa place. Ouais. Est-ce qu'on le voit gagner des matchs? C'est ça la question aussi. Non, moi je le vois pas gagner de match. Il est dans la poule, donc lui il est dans la poule de Djoko, donc Tsitsipas, Rublev. Il peut peut-être emmerder un Rublev qui est pas en forme, qui est pas en confiance. Tsitsipas non plus n'est pas en confiance. Donc finalement ces matchs peuvent être intéressants, hein. Effectivement je le vois pas gagner ces matchs, mais à voir quand même. Oui, complètement. Alors, on est sur une saison un petit peu étonnante, hein, saison de transition. Il y a un Big One maintenant. Il y avait le Big Two avec Nadal, il y avait le Big Three avec Federer, il y avait le Big Four avec Murray. Cette saison, c'est un peu le Big One. C'est Novak Djokovic contre le reste du monde, contre les petits jeunes qui essayent de pousser. Du coup, notre pronostic sur ce Masters, Jules, qui va remporter le Masters? On va pas être original, hein. Moi, je vois Djokovic, suivi de très très près par Daniil. Idem, je pense que j'ai du mal à voir quelque chose d'autre. Alors le tournoi de Paris, surtout la finale, m'a conforté dans cette opinion. Je pense que si Novak avait montré plus de lassitude et une espèce d'impuissance tactique, là je serais parti sur Daniil. Mais j'ai l'impression que Djokovic va essayer de garder aussi son edge mental, c'est important, en prévision de la saison 2022, même si par le passé il a pu montrer que sur la fin de saison parfois, quand tu as accompli tes objectifs principaux, tu peux avoir une certaine forme de décompression et de... Allez, si je perds ce match, c'est pas non plus hyper important parce que les objectifs ont été bien accomplis sur l'ensemble de la saison. Complètement. Mais j'ai vraiment hâte de voir cette ATP Final. Je vais suivre tous les matchs, je pense. Match de poule aussi, ça va être super intéressant pour voir comment se comportent les joueurs lors des premiers matchs. Et notamment, je vais suivre de très près Daniil et Djoko. Voilà. Bien sûr. Donc on rappelle, Jules-Marie The Court, allez vous abonner immédiatement à cette chaîne, c'est incroyable. Des très très bons vlogs et une chaîne un petit peu jumelle tous les deux, enfin on fait des choses différentes mais c'est très complémentaire donc... Bien sûr, exactement. Allez-y, jetez-vous dessus, et également, alors certaines personnes sont peut-être surprises qu'il y ait une vidéo après la vidéo précédente. On a été débanni de l'ATP, enfin l'ATP a pris une décision très saine pour une fois, très intelligente. Vous avez plus de détails sur le premier commentaire, j'ai épinglé le message communauté qui va vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette petite histoire qui est terminée. On va pouvoir attaquer le Masters à plein régime à partir de donc ce dimanche sur Twitch à 14h, et puis toute la semaine avec les fameux digests maintenant. C'est la formule incontournable sur YouTube. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et on se retrouve pour de nouvelles aventures très très vite. Merci Jules. Merci beaucoup, salut tout le monde. Ciao.